Bonjour les amis, bienvenue sur Onis TV en direct depuis le rempart de La Rochelle. Et bonne année à ceux à qui nous ne l'aurions pas souhaité. Vous avez été pas loin de 10 000 à suivre cette émission que nous vous avons proposée la semaine dernière sur le quartier, l'histoire du quartier Saint-Jean du Perrot. Et à cette occasion-là, Jean-Louis Mahé, notre historien que je salue, que je vénère. Jean-Louis, bonjour et bonne année. Merci, bonjour à tous, bonne année aussi. À cette occasion, vous avez fait état dans cette émission d'une explosion qui se serait produite en 1545. Elle aurait eu lieu aujourd'hui, cette explosion, ça aurait fait autant de bruit, entre guillemets, que ce qui s'est passé à Beyrouth. Ce drame, souvenez-vous, récent, c'est une explosion qui a marqué sur les causes, sur les dégâts qu'elle a fait, etc. Et de nombreux internautes nous ont dit, mais vous pourriez revenir sur cette histoire, c'est bien volonté que nous faisions, et sur les lieux, pense-t-on, où les faits se sont produits. On remonte plus loin que 1545, on va remonter en 1545, oui. On va remonter en 1544, car se présente ici aux portes de La Rochelle, dans le Chenal, un bateau qui va défrayer la chronique. Oui, tout à fait. Alors, ce qui n'est qu'aujourd'hui qu'une anecdote historique, à l'époque était au-delà même d'un fait divers, puisque c'est comme on va le voir, vraiment un événement traumatique très important pour la ville. Alors, en effet, à l'automne, au mois d'octobre très précisément, 1544, une caraque génoise chargée de munitions pour l'armée navale du roi de France s'échoue sur les vases. Un marchand d'armes qui nous livre, quoi. En gros, c'est ça. On n'allait pas le dire, mais c'est ça. Qu'est-ce qu'on appelle une caraque ? C'est un assez gros bateau de transport à l'époque de haute mer, qui est donc assez important, et donc il s'échoue sur les vases ici de l'avant-port. Alors évidemment, comme il est chargé de munitions, de poudre, il faut déjà... On peut pas laisser ça sur place. Voilà, et puis pour le désenvaser, il faut déjà décharger ces barils de poudre. L'opinion avait été saisie de cet échouage-là, ou pas? Ça s'est fait tout ça dans le plus grand secret? Malheureusement, on n'a pas retrouvé de témoins, donc je ne peux pas vraiment vous préciser. Alors néanmoins, on a réussi à évacuer ces 200 barils de poudre pour en faire quoi? Alors voilà, il fallait les stocker quelque part, et il se trouve que dans le quartier ici, comme on l'a dit lors de la précédente émission, c'était beaucoup d'entrepôts, de dépôts, de diverses choses, et en particulier des celliers. Et là, il y avait un cellier juste en face l'ancienne église Saint-Jean, donc aujourd'hui l'école d'Or, dans la rue Saint-Jean-du-Perrot. Il y avait un grand cellier qui appartenait aux hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, donc il y avait un établissement très important ici. Alors ils y mettaient quoi là, dans leur cellier, les gars? C'était pour leur soupe, les légumes, ou non, c'était du bon vin de chez les frères? Voilà, alors un cellier, on entreposait des tonneaux de vin qui arrivaient de partout du pays rochelais avant qu'ils soient exportés, puisque La Rochelle quand même tirait sa richesse en grande partie du vin produit dans l'arrière-pays. Ouais. Alors au bout de 3 mois, rien va plus, catastrophe. Alors là, on ne sait pas pourquoi c'est resté si longtemps dans ce cellier, mais le 19 janvier 1545, sur les coups des 10 heures du matin, parce que en fait on sait tout ça grâce à des archives conservées des commissaires qui ont enquêté, évidemment, pour savoir ce qui s'était passé. Dont Hercule Poirot, je voudrais le signaler, qui est notre joker quand on est un peu en panne d'histoire. Voilà, et donc à 10 heures du matin, une terrible explosion entendue à plus de 40 km retentit, et c'est vraiment la sidération, la panique totale au moment de cette explosion. 200 tonneaux de poudre qui pètent à ce moment-là, ça doit faire un émoi terrible dans l'opinion. On pense à quoi? On pense à la fin du monde? On pense aux Anglais? Alors c'est un petit peu ça qui ressort. Certaines personnes ont pensé que c'était le jugement dernier, puisqu'à l'époque, c'était pas encore les protestants, ça commençait un petit peu, mais bon, c'était une population catholique essentiellement. La ville se met en panique alors? Alors la ville se met en panique. Certains pensent au jugement dernier, d'autres prennent les armes en pensant que ce sont les Anglais qui arrivent. Donc on ferme les portes de la ville, évidemment, puisqu'à l'époque c'était une place forte fermée, et on chasse les étrangers. Alors évidemment c'est un petit peu étrange de nos jours de parler comme ça, mais c'était la réaction des gens dans un premier temps. Panique jusqu'au moment où on se ressaisit, parce qu'à un moment on va peut-être quand même un peu trop loin, on calme un peu le feu, on calme un peu le jeu. Par contre, le moment est venu de constater les dégâts. Il y a eu des dégâts immenses.
Alors oui, évidemment, au début, une fois que la poussière est retombée, on peut imaginer, hein, parce que ça a dû péter fort, on constate déjà les premiers dégâts. Les dégâts, il y a une douzaine de maisons qui sont entièrement détruites. Ouais. Il y a l'église Saint-Jean qui est quasiment aussi détruite, le couvent des Carmes, donc l'actuelle Coursive, qui est très endommagé, et puis un nombre considérable aussi, alors on ne dit pas combien, mais un nombre considérable de maisons qui sont très très abîmées, et aussi... Et Jean-Louis, n'oublions pas que comme c'est des celliers, ils sont appuyés sur le rempart, j'imagine que le rempart a dû morfler lui aussi à son tour. Alors il y a 30 à 40 mètres du rempart sur lequel nous sommes. Eh bien, si, regardez, Ludo est en train de se retourner. Et regardez, les amis, quand on vient de la tour de la lanterne et qu'on va vers la tour de la chaîne sur la fameuse rue sur les murs, vous aviez sur la gauche tous ces celliers. Et on voit à hauteur de cette maison en briques, hein, on la voit bien, la maison en briques, là, vous avez un renfoncement, un reculement. En dessous, on est exactement sur les celliers qui faisaient face à la fameuse église Saint-Jean dont vous parliez tout à l'heure. Et l'école d'or. Voilà, tout à fait. Alors, on ne sait pas si effectivement, parce que là, cette maison, c'est une maison du 19e, on ne sait pas si c'est une des conséquences sur l'urbanisme et la construction de ce mur. Mais en tout cas, ce qui est attesté, c'est la destruction de 30 à 40 mètres de rempart. Alors on ne sait pas si tout le rempart est tombé ou s'il a été bréché, l'histoire ne le dit pas. Alors, il faut quand même rappeler à nos amis, vous l'avez peut-être vu sur les images de Ludovic, l'épaisseur du mur là d'enceinte, mais sans compter le recul en dessous de nous, l'épaisseur du mur d'enceinte, 2,50 m. 2,50 m d'épaisseur, c'est ce que... Et on dit 30 à 40 mètres de rempart. De rempart qui est détruit. Alors on ne sait pas dans quelle mesure, mais qui est détruit. Bon les amis, quand vous allez vous promener sur la rue, sur les murs désormais, vous pourrez rajouter une histoire aux autres. Il y en a une belle de toute façon que vous accrochez chaque année, c'est celle des Francopholies, parce que c'est un des lieux d'observation de la scène des Francopholies, cette rue sur les murs. Et maintenant, cette histoire d'explosion. Et si vous passez par la rue Saint-Jean, de l'autre côté, sachez que... Et la rue de la Chaîne, la petite rue de la Chaîne, sachez que dans l'angle de la rue de la Chaîne, là, vous aviez les restes de ces anciens entrepôts, ces anciens celliers, avec des immeubles qui communiquent depuis le haut sur les murs, ici, jusqu'au bas, de l'autre côté. Et c'est par ici que cette explosion a pu se produire. Et voilà, et puis après, il y a eu le bilan humain. Alors dites-moi, bilan humain, Alors là, ça aurait mérité toutes les chaînes en boucle. Bon, là aujourd'hui, c'est Tonis TV qui se saisit du fait, mais à l'époque, ils auraient été tous là. Je donne pas de nom parce que faut faire de la concurrence, faut pas faire de l'ombre aux collègues. Voilà. Et donc, on dénombre 120 morts environ. Mais alors ce qui est dit, c'est de très nombreux blessés. Alors on ne sait pas le sort qui est réservé à ces blessés à cette époque-là, mais les stigmates de cette explosion, en dehors des pertes humaines quand même dramatiques, vont rester une plaie ouverte dans le quartier pendant au moins presque plus d'un siècle. Ouais. Hein. Mais cette explosion aura aussi des conséquences relativement importante aussi, parce qu'en 1557, donc 12 ans plus tard, le roi de France, Henri II, décide, sur cet emplacement, même au-delà, de construire une citadelle. Pour protéger, c'est-à-dire un fort à l'intérieur de la ville. Et donc on commence à construire sur cet emplacement dévasté. Et en fait, le maire de La Rochelle, parce que les Rochelais étaient quand même inquiets de ce projet, va voir le roi de France pour plaider sa cause, parce qu'il a retrouvé dans les archives un vieux privilège de Charles V de 1372 qui disait qu'il n'y aurait plus jamais, après la destruction du château Vauclair, il n'y aurait plus jamais de... Château Vauclair, place de Verdun, bien sûr. Point de départ de la ville de La Rochelle. Il n'y aurait plus jamais de construction d'un château ou d'une citadelle à l'intérieur. Et finalement, les Rochelais ont eu gain de cause, et donc il n'y a jamais eu de cette citadelle de construite. En tout cas, dans une ville guerrière, il y a au moins un truc qu'il faut, et là on se demande pourquoi on n'en a pas parlé. Quand on accumule de la poudre, il faut des espaces un peu spécifiques, qu'on appelle des poudrières. Il y en a à Rochefort, il y en a à Brouage, il y en avait à La Rochelle, m'avait-on, du côté de Saint-Nicolas, Pont-Saint-Sauveur par là. Et là, que nenni. Eh bien non, puisque c'était vraiment dans l'urgence qu'il fallait stocker ces barils de poudre. Mais effectivement, normalement, ce sont des bâtiments bien spécifiques qui sont bas, avec des contreforts pour renforcer les murs et qui sont en plus entourés de murs pour limiter encore les risques. Et surtout aussi qui sont dotés d'un plancher en bois, parce que les gens à l'époque avaient
des chaussures à clous, donc ça pouvait faire des étincelles. Donc voilà. Parce que en fait, ce qui est arrivé, c'est suite à l'enquête, on s'est rendu compte qu'il y avait des ouvriers qui avaient été dépêchés pour poser des barreaux de fer sur une fenêtre de ce cellier précisément. Et un petit peu comme pour Notre-Dame, très vraisemblablement, la rencontre du chaud, du froid entre les mains d'un ouvrier fait que le feu se communique au bois, le feu du fer se communique au bois, voilà. Et tout à coup le pire arrive. Voilà, c'est probablement une cause accidentelle sans qu'on soit vraiment sûr et certain de cette cause. Mais en tout cas, c'était pas un attentat ou autre chose. Non, c'était une cause accidentelle. Bon les amis, comme dans tous les bons polars, il faut attendre la fin pour avoir la chute. Vous avez la chute. On n'est jamais à l'abri d'un pépin, comme quoi il vaut mieux être attentif trois fois qu'une. Pour être attentif à l'histoire dans ses moindres détails, continuez de consulter les ouvrages de Jean-Louis Mahé. J'en ai deux là, mais ils sont plus produits, ceux-là, mais on peut les trouver à la bibliothèque municipale. La pêche rochelaise, la petite histoire de la pêche rochelaise, tous les détails, vous avez vraiment 15 vies Jean-Louis, et puis celui-ci. La Rochelle retrouvée, c'est mon deuxième livre, 1997. Donc, préface Michel Crépeau. Voilà, tout à fait. Meilleur des garanties. Voilà, un bon souvenir pour moi. Voilà les amis, un lieu fantastique, une histoire étonnante, et puis des copains érudits comme pas 15, et des bonnes balades dans une ville où on ne s'ennuie jamais. Et bien voilà ce que vous réserve Nice TV. On n'a pas fini de se voir et de se revoir. Passez une très très belle année. On vous embrasse, on vous aime, toujours ensemble. À bientôt Jean-Louis. À bientôt, au revoir. Au revoir.